Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre au domaine de production de l'huile d'olive Castellas, au village des Baux en Provence, entre Arles et Avignon, pour rencontrer Émilie Hugues. À la grande surprise de ses parents, Émilie a fait un jour le choix de quitter le monde de la communication parisienne pour retrouver sa terre natale et reprendre le domaine familial. Émilie, c'est la passion, le sourire et le partage. Elle nous raconte avec plaisir son parcours, le fonctionnement du moulin et tout ce qu'il faut savoir pour bien choisir son huile d'olive dans les rayons. J'ai passé une matinée délicieuse au son des cigales et au milieu des champs d'oliviers. J'espère que vous pourrez vous aussi en profiter à travers cet épisode. Mais avant de commencer, petit aparté. Si vous avez un iPhone et que le podcast vous plaît, n'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles, ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Merci et bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi sur le domaine Castellas, dans le village de Baux en Provence. Est-ce que tu pourrais nous dire d'abord qui tu es et ensuite où c'est qu'on se trouve actuellement ? Alors, je suis Émilie Hugues, je suis aujourd'hui oléicultrice, moulinière et même oliveronne. On le verra plus tard, je t'expliquerai un peu de quoi il s'agit. On est sur le domaine familial donc, qui a été créé par mes parents, Jean-Benoît et Catherine Hugues. Et on est autour du château des Baux de Provence, au moulin familial. Un cadre magnifique en plein cœur des Alpilles. Et donc là, effectivement, on est sur le moulin, avec vue sur le moulin et sur les champs d'oliviers. C'est vraiment magnifique. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, je crois que tu t'es installée ici il y a 3 ans. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de te dire je me lance sur l'exploitation familiale ? Alors, il y a eu plusieurs déclics. C'est assez rigolo. Mes parents, c'est une reconversion. Donc, ils ont vécu une quinzaine d'années aux États-Unis. Ils ont changé de vie, ils sont venus s'installer. Ils ont vécu leur passion, l'oléiculture, et puis tout est parti de là. Nous, comme tout bon agriculteur, ils nous ont dit de faire autre chose et de partir vraiment sur ce qu'on souhaitait faire. Donc je suis partie en communication et j'ai fait du graphisme, j'ai été DA, donc directrice artistique dans du retail. Donc on créait des beaux concepts d'aménagement d'espaces commerciaux. Donc c'était génial, on pouvait parler à tout le monde à travers ce média-là. Tu as passé 6 ans à Paris dans ce cadre-là. J'ai passé 6 ans à Paris, je me suis éclatée, mais il y avait quand même cet appel à la terre. Donc je m'étais toujours dit, j'y reviendrai. Mais voilà, j'ai d'autres choses à faire avant, un peu sur l'exemple de ses parents, quoi. Mais je pensais que j'y reviendrai dans 15 ans, dans 20 ans. Et en fait, j'ai eu une opportunité de com dans le coin, donc je suis rentrée dans le sud. Puis cette opportunité-là, elle n'a pas fonctionné. Elle ne me correspondait pas, et puis je comprenais pas trop. Moi, ce qui m'intéressait dans la com, c'était vraiment ce côté curieux. Tu changes de métier à chaque fois que tu changes de client. Et puis je parlais avec mon cousin, je lui disais, donc mon cousin qui est vigneron, qui a été, lui, pour le coup, vraiment élevé dans le côté, les vignerons... sont vignerons et les enfants reprennent. Donc par chance, il a adoré, donc il n'a pas été dans un carcan, au contraire. Mais on discutait un soir ensemble et je lui disais, j'aimerais être dans le fruitier, j'aimerais être dans la fleur. Et puis jamais ça m'était venu à l'esprit de reprendre puisqu'on nous avait toujours élevé à faire autre chose. Puis il me dit, mais t'es bien bête, franchement Émilie, tu as un domaine incroyable, tes parents ont un domaine incroyable, qu'est-ce que t'attends, on reprend. Je dis, mais ouais, mais je suis seule, il n'y a pas mon frère, c'est compliqué, c'est dur, puis je suis une nana. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, fonce. Et en fait, je me suis dit, c'est clair, en com, j'ai pas peur, pourquoi est-ce que j'aurais peur d'arriver au domaine ? Donc voilà, le déclic, c'était à la fois le besoin de rentrer, de reprendre ce milieu magique qui est le domaine, et aussi le déclic de mon cousin, mon cousin qui m'a fait me rendre compte qu'il fallait venir. Et le démarrage, ça se passe comment quand on n'y connaît rien, que finalement tu n'as pas de formation agronome ? Tu débarques, ça se passe comment ? Alors, c'est pas toujours facile. Après, l'avantage aussi ici, c'est que mes parents ont vraiment transmis beaucoup de choses. Ils n'ont pas forcément transmis à leurs enfants ce milieu agricole, mais ils l'ont transmis à d'autres personnes. Donc aujourd'hui, on a un chef de culture qui s'occupe vraiment très bien de nos terres, une personne qui est dédiée au sourcing, qui a vraiment cette vision sur quelles olives on peut récupérer, sur comment est-ce qu'on source vraiment nos produits, une personne qui est dédiée au commerce. Donc en fait, j'apprends avec eux et on avance ensemble. L'idée, c'est pas de reprendre seul, au contraire, parce qu'au départ, j'ai oublié de le préciser, mais ils m'ont dit, il est hors de question que tu rentres au domaine. C'était pas prévu, nous, non. Et en fait, moi, j'ai amené ma pierre à l'édifice
en passant par le côté com, en amenant des choses, en amenant le côté culture, au-delà du côté agriculture. On acquiert des notions en fait petit à petit et c'est à force de travail parce que déjà c'est pas facile d'arriver dans un endroit où tout le monde connaît déjà et tout le monde sait déjà de quoi il s'agit. On est petite parce que moi je dis souvent c'est pas le problème d'être une nana, c'est le problème d'être assez petite et du coup d'être crédible. Et à force de travail, voilà, on te lâche un jour dans le petit moulin et débrouille-toi. Je te montre 3 boutons et puis après après tu te débrouilles. Parce que du coup, je crois que tu as ton petit moulin qui est juste à côté là et où tu développes l'activité des huiles aromatiques. Donc c'est les huiles au piment d'Espelette qu'on vient de goûter, ou au gingembre, à la citronnelle, c'est ça. Thym romarin, citron thym, tout plein de petites recettes culinaires qui sont assez chouettes. Donc ce moulin-là, en fait, ils l'ont acheté avant que j'arrive. Personne ne le faisait tourner parce que y avait pas le temps, il y avait pas la personne clé. Et un jour, mon père me dit très bien, hop, je te mets là. Regarde, tu démarres comme ça, les olives elles doivent rentrer par là et puis l'huile elle doit arriver de ce côté-là. Donc il me lâche et puis j'ai démarré comme ça. L'idée c'est que quand tu fais tourner ce moulin, au bout d'un moment tu comprends vraiment tous les tenants, tous les aboutissants. On a vraiment ce moulin qui est dédié à ça. Donc je dis tout le temps, mon père a le grand moulin, puis moi j'ai le petit moulin qui est à ma taille, donc c'est le format 1/4 du gros moulin, qui nous permet de passer des toutes petites productions et d'avoir vraiment plus de précision sur le produit. Ça a permis de développer effectivement ces aromatiques où on travaille en broyage simultané, ce qui est assez impressionnant parce qu'on va mettre l'ail frais directement dans le broyeur avec les olives et on va tout écraser et on va avoir le vrai goût de l'ail. Donc c'est hyper agréable en fait quand on produit ça, parce que ça sent le basilic, ça sent la citronnelle, ça sent l'ail, ça sent le thym, ça sent le romarin. Donc c'est vraiment des projets qui sont hyper chouettes. Et justement, je crois que le moulin, ton père l'a construit en 2002. Si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui l'a poussé à construire ce moulin? Bonne question. En fait, on est sur un lieu où, sur notre gauche, il y a la maison où on a été élevés, qu'ils ont acheté et où on a vécu une 20aine d'années. Ils se sont dit un jour, ils n'avaient pas de moulin, donc ils se sont dit on va aller demander au maire si on peut éventuellement vendre à la ferme, juste là, puisque la route elle passe à côté et que ça pourrait potentiellement être un endroit pour écouler un peu les stocks. Et le maire leur a dit mais aucun problème. Par contre, j'ai plus de moulin au bout, donc construisez un moulin. Si vous voulez vendre, il me faut un moulin au bout, donc allez-y. Et là, ils se sont regardés, ils ont dit c'est parti, on redémarre. Ils avaient décidé de passer une vie un peu tranquille. On va dire à la retraite anticipée, mais en fait aujourd'hui on est... au final ils se retrouvent avec les particuliers du coin qui viennent faire leur huile d'olive, les pros qui sont dans le coin qui n'ont pas leur moulin, leur propre huile d'olive. C'est ça. Et combien il y a d'hectares là sur On a sur l'exploitation une 40aine d'hectares en Vallée des Baux, donc sur l'appellation Vallée des Baux, et une 50aine d'hectares sur l'appellation Provence. Donc on travaille sur 2 appellations différentes. Ok. Et vous êtes pour une partie de l'exploitation en agriculture biologique? Oui, tout à fait, sur une 20aine d'hectares en agriculture biologique aujourd'hui. Ouais. Et qu'on comprenne bien, vous faites vraiment une huile de qualité. Je crois que j'ai lu un article du Figaro qui disait que vous étiez un des plus grands crus français. Vous avez été primé énormément de fois au concours agricole, notamment au salon de l'agriculture. C'était important pour toi et tes parents de se concentrer sur cette qualité. C'est vraiment un axe stratégique que vous avez choisi, parce qu'après ça a un prix, cette qualité. C'est quand même un positionnement. Ouais. Waouh, déjà si on est considéré comme un des plus grands crus, c'est génial. Non, c'est vraiment la recherche du goût. En fait, quand ils sont arrivés, mes parents, cette appellation existait et il fallait vraiment travailler sur ce côté qualitatif de l'appellation. Donc ils sont beaucoup œuvré et travaillé en collectif pour que cette appellation elle ait un cahier des charges qui confirme un goût, qui confirme effectivement une qualité, du vierge extra sur une huile, une qualité d'huile, mais aussi un goût. Le goût, ça se travaille sur les assemblages, ça se travaille sur l'extraction, ça se travaille sur toute cette qualité aussi dans les champs. Et c'est vraiment le travail de A à Z. Et ça, c'était hyper important, notamment pour ma mère. Alors, on l'a croisé tout à l'heure, c'est vraiment le nez du moulin qui a vraiment l'œil sur aussi dans les champs, qui a vraiment... c'est une fille de vigneron, quoi. Donc, elle a apporté aussi ce côté très porté sur le goût, sur les assemblages, sur une qualité qui sort en finalité... sur une huile qui va égayer un plat, qui va amener des vraies saveurs, quoi. Et oui, parce que quand on comprenne bien, quand tu parles de variété et d'assemblage, c'est qu'il y a il y a différents pieds d'olivier qui produisent des différentes variétés d'olives. Et après, vous décidez, alors je crois qu'avec l'appellation Baux de Provence, vous êtes obligé de mettre 4 variétés différentes, mais vous choisissez quelle proportion vous mettez pour faire une huile de qualité. Oui, donc effectivement, c'est comme le vin, chaque variété, c'est un peu comme les cépages, chaque cépage va amener certains arômes, et là c'est pareil. Les variétés d'olives, elles ont chacune leurs particularités, leurs personnalités, qui vont amener différents caractères aux huiles.
On en a une qui va amener peut-être le côté très feuille de tomate, pamplemousse, une autre qui va amener plus le côté artichaut cru, une autre herbe coupée. Et tous ces arômes-là sont référencés en appellation. Et quand vous mettez une huile d'olive en marché sous le nom de l'appellation Vallée des Baux de Provence, elles sont toutes dégustées à l'aveugle et vous devez avoir au moins 2 des arômes typiques de cette liste pour faire partie de l'appellation. C'est pour ça que je disais que c'est aussi une appellation vraiment de goût, où on est sur un travail de typicité, de goût assez spécifique. Alors chacun a son caractère, hein. Ça n'empêche pas la diversité dans l'appellation. En revanche, on est vraiment sur une typicité globale, sur les fruités verts et les fruités noirs qu'on a pu goûter tout à l'heure. Ok, super. Bon, mais merci beaucoup. Je te propose qu'on aille poursuivre à l'intérieur pour que tu nous en dises plus encore sur l'huile d'olive. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà revenus à l'intérieur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la saisonnalité de l'olivier et de l'huile d'olive finalement ? Oui, bien sûr. Alors, je commence... Quand j'explique ça dans mes petites balades dans les oliviers, j'explique toujours que déjà l'olivier, il était là bien avant nous, il sera là bien après nous, comme dit mon père. Et il est toujours dans cette idée de longévité, de tranquille, de tout doux, on se presse pas trop, très provençal. Donc il s'économise un max. L'olivier, on le taille au mois de février-mars, donc tout dépend de la quantité à tailler. On sélectionne vraiment. Les anciens ils disent que quand on taille l'olivier, on lui exige de produire, puisqu'il faut vraiment faire ça, non pas de manière esthétique, mais vraiment au niveau rameau, sélectionner sur quoi on veut qu'il produise. L'aérer, donc travailler sur cette sculpture en fait. Hein, on est des sculpteurs en fait, hein, dans l'oliviculture, notamment sur la vallée des Baux où vraiment ça construit le paysage. Ensuite, la fleur, elle va arriver au mois de mai. Donc on va voir arriver cette petite fleur de 5 mm de diamètre, très jolie. On aime bien que l'olivier soit claffi de fleurs parce qu'il va rester à peu près 10% de cette fleur qui vont produire de l'olive. Cet olivier va se polliniser avec le vent. Et ensuite, au mois de juin, on va commencer à voir arriver ce fruit qui va grossir et qui va avoir un noyau qui durcit autour du 16-15 juillet. Et à partir de là, on va commencer à savoir à peu près quand est-ce qu'il sera mûr. Alors ce qu'on fait nous dans la vallée des Baux, c'est qu'on a la chance d'avoir un tout petit moulin au syndicat qui passe 1 kg d'olive et qui nous permet de commencer à tester les maturités et les arômes au mois de septembre. Donc après septembre, on commencera à savoir quand est-ce qu'on va récolter. Et la récolte se passe en octobre-novembre. Donc c'est un fruitier qui produit une fois dans l'année, octobre, novembre, et la récolte sera à ce moment-là. 2 mois assez intensifs. Ok. Et après, quoi, vous ramassez toutes les olives à l'aide de filets, je crois ? Ouais, alors on épand ces grands filets au sol, donc sur toute la longueur d'une rangée qui peut être très 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 longue, éventuellement sur 2 rangées même en largeur, 2 ou 3. Et on va venir brosser les arbres avec des peignes, comme on se brosse les cheveux. Alors à l'époque on le faisait à la main, c'était les femmes, ce que je dis tout le temps, parce que le travail physique était beaucoup plus au moulin. Aujourd'hui on voit arriver les femmes dans les moulins et essentiellement des hommes dans les champs. Donc on ne récolte pratiquement plus à la main, sauf pour la partie olive de table, où il faut que le fruit reste très beau et très rond. Ou ovale, en fait, je devrais dire, plutôt que rond. Parce que, désolée, je t'interromps, mais en fait, tu as des variétés d'oliviers qui vont faire des olives de table, donc des olives qu'on mange à l'apéro, et des olives qui vont faire de l'huile d'olive, c'est ça ? Ouais, et puis tu peux avoir un arbre aussi qui produit à la fois de l'olive de table, une variété qui est bonne en olive de table et en olive à huile. C'est le cas, en fait, sur nos variétés de la vallée des Baux. Elles ont vraiment cette ambivalence. Simplement, le mode de récolte, du coup, va vraiment définir... et puis la maturité et les arômes vont aussi définir tout ça. D'accord. Quand on peigne les arbres, en fait, on a aujourd'hui des peignes électriques. À l'époque, c'était des peignes manuelles. Et c'est des batteries de 7 kg sur le dos qui ont des dents qui bougent et qui font tomber ces olives sur les filets. Tu peux avoir certains modes de culture, où on en a certains, nous aussi, où on va venir, en fait, secouer les troncs. Donc, du coup, faire tomber ces olives sur ces filets. Donc, quand tu fais ça, tu récoltes beaucoup de feuilles aussi et beaucoup de branches qu'il va falloir trier à l'entrée du moulin. Ouais. Et combien, c'est la question des auditeurs que j'ai eue sur le compte Instagram du podcast, puisque je demande aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir. Et on m'a demandé combien d'olives il faut pour faire une bouteille d'huile d'olive. C'est quoi les proportions ? Alors, dans la vallée des Baux, sur l'ensemble des variétés, il faut à peu près 5 à 6 kilos pour faire 1 litre. Sur nos variétés, on va dire, classiques. Donc, Salonninque, Verdal, Aglando, et notre amie la Grossane, qui est une très très belle olive qui amène de superbes arômes de feuilles de tomates, de pamplemousse, il faut 10 kilos pour faire 1 litre. Ah ouais. Donc tout dépend de la variété de chaque olive. Ouais, d'accord. Et par contre, je crois que l'huile d'olive, à la différence du vin,
Elle se bonifie pas avec le temps. Il faut la consommer le plus vite possible. Et ouais. Malheureusement, on n'est pas sur des olives de garde où on pourrait faire des huiles de garde. On est sur des jus en fait qui effectivement peuvent se conserver puisque l'huile en soi est un conservateur, mais les arômes, eux, ils vont disparaître. Donc on consomme. C'est très important de regarder sur une étiquette la date de récolte quand elle est marquée sur une bouteille. Et en général, c'est octobre N-1, puisqu'on met en bouteille à partir de novembre-décembre la récolte d'octobre qu'on va consommer sur l'année suivante. Ça permet vraiment d'être sûr que cette huile-là, elle est fraîche. Ouais. Parce que quand vous avez des surstocks, certains moulins qui vont mélanger entre l'huile de l'année et l'huile de l'année précédente. Donc on va perdre les arômes, ça va être moins intéressant. On est sur des produits qui sont moins frais, en fait. Alors, il y a certaines variétés qui peuvent se conserver un petit peu plus, mais c'est vrai qu'en général, il vaut mieux consommer octobre N-1, quoi. On l'a dit, vous êtes en bio. Qu'est-ce qui fait la différence avec le non-bio ? Est-ce que l'olivier, de manière générale, c'est un produit qui est traité hors bio ? Est-ce que tu peux nous donner un état des lieux là-dessus ? Ouais, alors l'exemple que je donne souvent, c'est que l'olivier, c'est un symbole de paix, donc il est très très peu attaqué, donc il a très peu besoin de se défendre. Après, nous, en tant qu'oliviculteurs, on est obligé de le défendre parce que sinon, il ne produit pas et il se met en réserve. Donc on va travailler autour de ça. La plus grande menace, on va dire que c'est cette mouche, la mouche de l'olive, qui aujourd'hui n'est plus quelque chose sur lequel on se défend en attaquant. On se défend vraiment. On utilise le kaolin. Le kaolin, c'est une argile naturelle qui permet de venir peindre les olives en blanc. Et donc, on ne sait pas vraiment si c'est qu'elle ne voit pas l'olive ou si c'est qu'elle n'aime pas le kaolin. Mais en tout cas, la mouche ne pique plus l'olive. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en bio, qui est autorisé en bio, dans une certaine quantité. Mais nous, au moulin, on utilise aussi le kaolin sur les champs conventionnels. Après, on est moins limité en quantité sur le conventionnel, effectivement. Oui, d'accord. Et ça vous demande plus de main-d'œuvre de faire du bio ou c'est équivalent ? Combien il y a de salariés dans le moulin ? Alors, aujourd'hui, au moulin, entre la culture, la production, le commerce, parce que être agriculteur aujourd'hui, ça a vraiment toutes ces facettes-là, on est 17. D'accord. C'est une vraie petite entreprise. Ouais, c'est une vraie petite entreprise. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a un quart d'hommes et le reste, c'est que des femmes. Ah. Donc, pour un milieu agricole, c'est assez chouette. C'est courant ou c'est propre au domaine, ça ? Non, c'est propre au domaine, ouais. D'accord. C'est un domaine qui, je dis toujours, qui était familial avant que j'arrive. Donc, c'est des gens qui sont là depuis 10-15 ans, qui étaient là, qui m'ont connue toute petite au départ. Il y avait d'ailleurs ma nounou, quand j'étais petite, qui travaille ici, oui, bien sûr. Ça fait plus de 10 ans. Donc, on est sur une structure agricole qui a quand même pas mal de salariés pour la taille que l'on a aujourd'hui. On est surtout sur un type de moulin qui aujourd'hui pèse dans le game, on va dire, à la jeune, quoi. Ouais. Parce qu'on est sur des 1200 tonnes à l'année. Et il faut du personnel pour tout ça, ouais. Ouais, bien sûr. Donc dans les champs, on a quand même aujourd'hui pas mal de monde qui nous permet justement de produire en bio, de produire en conventionnel, d'arriver à réguler. Après, ce qui est compliqué dans les champs, c'est surtout de l'anticipation. Donc on est on a un chef de culture qui lui permet d'être vraiment sur le terrain, d'arriver à anticiper les choses. Et puis tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le travaille pour dans 15 ans. Ouais. Donc même la partie bio, même la partie restructuration, même la partie... Et on se rend compte aussi qu'on subit le contre-coup aussi d'une culture qui a une vingtaine d'années aussi. Alors aujourd'hui, on se dit, il faut être créatif parce qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin, il faut les puiser dans nos ressources. Et en même temps, tout ce qu'on fait, on verra le résultat dans 15 ans. Je crois qu'en plus, vous êtes un peu confronté au changement climatique. Et j'imagine que vous devez faire des choix maintenant et vous verrez les résultats en fait, dans des années après. C'est compliqué à gérer, ça ? Ouais, en fait, on est confronté à la fois au changement climatique. On est aussi confronté... Alors, on n'est pas forcément toujours d'accord, même entre mon père et moi. Mais on est aussi confronté à de la monoculture qui quelque part, a peut-être un peu appauvri nos sols, où on est obligé de travailler en faisant le travail d'un ver de terre, en faisant le travail de lui amener de la nourriture. Voilà. Tout à l'heure, je disais que l'olivier, on fait un peu de gérontologie, mais peut-être qu'on lui a appauvri aussi ses sols et qu'il y a d'autres choses à chercher, d'autres choses à retrouver. Et je pense que c'est en se réunissant et en jouant le collectif que mes parents ont toujours joué sous le côté appellation, sous le côté recherche. Voilà,
moi, de prendre le relais sur d'autres cultures. On peut avoir, on parle souvent avec mon cousin dans le vin, qui lui travaille la vigne. Pareil, on se pose la question de ces monocultures, en fait, est-ce qu'on ne reviendrait pas à de la polyculture? C'est que des suppositions encore aujourd'hui, mais beaucoup de gens ont testé. Un agriculteur aujourd'hui, c'est quelqu'un de créatif aussi et qui est toujours dans la recherche. Voilà. Ouais, bien sûr. Et toi, quand tu fais tes propositions, t'es écouté par tes parents? Comment ça se passe? C'est compliqué d'être écouté quand tu n'as aucune formation en agro et que tu peux juste dire c'est l'intuition. C'est l'intuition, après c'est de l'intuition, c'est ce qu'on voit aussi, hein, ça reste empirique. Hein. Mais on se rend compte que quand on regarde la vallée des Baux dans sa globalité aujourd'hui, on est confronté à certaines choses. Donc on parlait du climat, cette année il n'y a pas eu de fleurs, voilà, c'est très particulier. Et il faut étudier pourquoi, il faut comprendre pourquoi, et il faut se remettre en question. Voilà, c'est l'olivier, il était là avant, hein, il est là pour longtemps, comme on disait tout à l'heure, et du coup s'il fait pas, s'il produit pas, c'est peut-être que c'est à nous de voir qu'est-ce que nous on fait mal en fait, parce que lui il n'avait pas besoin de nous, quoi. Ouais. L'agriculteur, il façonne le paysage, mais pour sa production à lui. Sinon l'olivier, il serait pas du tout sous la même forme. Ouais. Justement, la France, elle consomme beaucoup d'huile d'olive, mais je voyais qu'elle en produisait très peu. Je crois que, je vais reprendre mes notes, mais on produit 4% on produit 4% de ce qu'on consomme. C'est-à-dire qu'on consomme 115 millions de litres par an et on n'en produit que 5 millions, je crois. J'ai lu. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas plus... Parce que ça veut dire qu'il y a quand même un vrai marché, on importe énormément. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'oliverons? Parce qu'en fait, déjà, il y a peu d'endroits où on cultive, puisqu'on n'est que sur le bassin sud. On est que tout en bas de la carte. L'olivier, il met une dizaine d'années à faire sa production d'adulte. Donc, c'est pas des métiers qui font vraiment envie, puisqu'on ne gagne pas de l'argent tout de suite. Ouais. Donc, construire un moulin, c'est extrêmement cher. Et depuis toujours, eux, ils ont le savoir, en fait, en Italie, en Espagne. Aujourd'hui, on travaille sur des moulins qui sont italiens. Je dis toujours, quand tu rentres dans un moulin, dans le nôtre, il est tout bleu. C'est comme une Ferrari, chaque marque a sa couleur. Pirelli, c'est bleu. Voilà, donc on est sur des techniques qui sont italiennes, puisque historiquement, en fait, c'est eux qui ont toujours travaillé l'olive. Ils ont des étendues incroyables, des arbres qui n'ont pas gelé, eux, en 56. Donc, ils n'ont pas eu ce stop dans la production. Comme en 56, il y a eu ce gros gel dans le sud. On a été obligé, en fait, de couper toute la partie extérieure et de laisser repartir les racines. Donc, pendant 10 ans, en fait, il n'y avait pas de production. Ouais. Voilà, donc on est sur un arbre où il faut vraiment avoir envie pour le cultiver, quoi. Ouais. Et nos gros concurrents, d'ailleurs, c'est même pas des concurrents, parce que j'ai l'impression qu'on est tout petit, mais finalement, les plus gros producteurs, c'est Tunisie, Espagne, Italie, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ils sont pas sur le même type de variété, ils sont pas sur le même type de production, puisque il y a souvent de l'intensif, en fait, dans ces endroits-là, qui produisent vraiment, vraiment beaucoup, puis il y a des variétés qui ont beaucoup plus de rendement, chose que nous, on travaille... on est tout petit, comme tu dis. Aujourd'hui, notre moulin, par exemple, on passe 45 tonnes jour au moulin. On est sur moyenne de 1200 tonnes sur une saison. C'est énorme pour la France. Mais alors, c'est tout rikiki par rapport à l'Italie ou à l'Espagne, qui travaillent des citernes d'huile. Donc, quand tu vois nos cuves à côté, on est effectivement sur deux types de production qui sont très différents. Après, du coup, l'extraction, elle, est très différente aussi. Alors, c'est vraiment pas le cas de toute l'Italie ou toute l'Espagne, mais quand tu me donnais l'exemple d'un gros dans la grande distribution, dont je ne citerai pas le nom, tu peux avoir des extractions qui sont en fait des extractions où on chauffe, les malaxeurs dont on parlait tout à l'heure, donc qui vont extraire plus d'huile, mais moins de goût. En fait, dès que tu chauffes, tu perds des arômes. Nous, on extrait à froid. Voilà, on est sur des productions qui sont différentes. On est vraiment sur cette recherche de goût et non pas de litrage. Ouais. Même si on aimerait bien avoir les deux. Ça m'amène à la minute économie du podcast. Votre huile, je crois qu'en moyenne, vous la vendez 29 € le litre. Quand en supermarché, on la trouve en moyenne à 5,60 € le litre. Je regardais pour les marques les plus connues que tout le monde reconnaîtra, je pense. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur un produit d'exception et de qualité. Mais ça pose quand même la question de l'huile d'olive qu'on trouve en supermarché, non? Est-ce qu'on peut avoir de la chance de trouver une bonne huile d'olive en supermarché? Bien sûr, bien sûr. En fait, ce que nous on dit, c'est que la vallée des Baux, c'est un goût, c'est une typicité, c'est une qualité. Donc tu as la qualité de l'huile et la qualité du goût. Ce qui va se passer, c'est qu'en supermarché, tu vas avoir des huiles qui sont de bonne qualité. Tu vas avoir des huiles vierges extra, par exemple, avec lesquelles tu pourras
très bien cuisiner. Vierge extra, ça veut dire qu'il y a que de l'huile d'olive dedans? Alors, vierge extra, ça veut dire qu'elles ont une qualité physico-chimique qui est de bonne qualité, qui est jugée vierge extra. Quand on extrait l'huile, on le fait on va dire, de la bonne manière. Par contre, ça ne te donne aucune confirmation sur le goût. Donc, tu peux avoir une huile vierge extra, qui veut dire qu'elle a été produite d'une façon correcte, mais qui ne peut pas te donner une garantie de goût. Donc nous, ce qu'on conseille souvent, c'est éventuellement de cuisiner avec une bonne huile d'olive, puisque c'est une matière végétale, une matière grasse végétale qui est bonne en fait pour cuisiner, mais qui va pas t'amener des super goûts forcément quand tu es en supermarché. Enfin, pas forcément, parce que tu peux avoir aussi des huiles de bonne qualité, et finir avec une huile de super goût qui va vraiment égayer ton plat, qui va amener de la complexité, qui va vraiment égayer. C'est deux utilités différentes. C'est deux utilités différentes. L'appellation Vallée des Baux, c'est beaucoup de contraintes sur un cahier des charges, sur un mode de culture, sur un mode d'assemblage, sur une typicité, sur tous ces caractères-là qui sont proches de ceux du vin. Tu peux avoir le vin de supermarché et le vin de Châteauneuf-du-Pape, qui a pas mal inspiré notre appellation. Et du coup, comment tu conseillerais nos auditeurs pour choisir leur huile d'olive en supermarché? C'est quoi les mentions qu'il faut absolument retrouver sur la bouteille? Alors tu fais bien de me le dire. C'est là où je voulais revenir quand on a commencé à parler supermarché. Une huile d'olive, il faut regarder déjà... Bon, quand on prend un fruité vert, qui est une huile d'olive fraîche, qui, contrairement au fruité noir dont on parlait tout à l'heure, où on dégrade volontairement les olives pour arriver sur un goût de tapenade d'olive noire, un peu comme on fait dans le fromage, il faut que tu regardes déjà... Si tu cherches un fruité vert ou un fruité noir. En général, en grande surface, tu n'as pas de fruité noir, parce que c'est assez typique de la Provence ou de la Vallée des Baux. Ensuite, il faut regarder l'origine. Tu choisis ton origine. Tu veux une huile d'Italie, de Grèce ou d'Espagne. Tu choisis, il faut qu'il y ait écrit cette mention Grèce, Italie ou Espagne. Si tu vois UE, déjà, c'est un mélange de plein de choses différentes. Et là, déjà, ça, tu peux y aller. Ensuite, tu regardes si c'est une huile vierge extra. Quand tu cherches un fruité vert. Si tu cherches un fruité noir, pour le coup, tu ne pourras trouver que des huiles vierges. Et après, tu cherches la date de récolte. Alors, en grande surface, souvent, c'est pas forcément écrit, puisque c'est des huiles plus pour la cuisson. Mais si tu cherches une huile pour le goût, retourne la bouteille. Si tu as écrit la date de récolte, qui est en fait le millésime en huile d'olive, tu peux te dire, là, déjà, ils travaillent avec de l'olive fraîche. Voilà. D'accord. C'est ce que je conseille souvent. Après, c'est un peu compliqué de juger une huile sur une étagère. C'est le même problème que dans le vin. Ouais, exactement. En fait, l'avantage de venir chez le producteur, c'est que tu peux goûter sur place et tu trouves celle qui te correspond. Ouais. Par contre, pour mettre dans ta poêle, pas besoin d'avoir une huile de super super bon goût, puisque les arômes vont se dégrader en chauffant. D'accord. Et toi, tes huiles, vous les vendez où? On peut les trouver en grande surface ou vous faites que de la vente directe? Alors nous, on fait essentiellement de la vente directe au moulin, au pied de notre beau château des Baux de Provence. C'est bien, vous avez de la chance. Ouais, on a vraiment de chance. Moi, c'est fabuleux. C'est de la qualité, hein, mais il y a du travail. Non, mais c'est de la chance d'être situé là, et c'est de la qualité par rapport au terroir et au travail qu'on fournit. Effectivement, il y a quand même les deux. Mais non, la chance d'avoir ce château. Donc on est vendu essentiellement au magasin, en boutique au moulin. On a une boutique en ligne qui fonctionne assez bien, où justement, je disais toujours, quand tu es agriculteur, il faut aussi... être capable de réparer l'ordi et de faire une boutique en ligne. Donc on a une boutique en ligne sur laquelle on trouve toute notre gamme, et on est vendu en épicerie fine essentiellement. D'accord. Et on travaille beaucoup avec les restaurateurs aussi. D'accord, ok. Voilà. Et pour finir sur cette partie économie, un olivron, aujourd'hui, ça gagne bien de sa vie. Comment se porte l'économie de l'huile d'olive? Ouais. C'est un peu compliqué comme réponse, parce qu'elle peut être... Elle peut être vue à l'échelle de l'oléiculteur lui-même, de l'olivron, ou de la structure qui triture. Donc aujourd'hui, pour faire des marges, malheureusement, comme tu bonifies pas quelque chose sur des huiles de garde, comme le vin, tu as très peu de valeur, en fait. Ça te coûte très cher en fabrication. Donc le travail aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à amoindrir les coûts de fabrication pour se permettre d'en sortir un petit peu mieux. Et c'est ce que, si tu veux, quand mes parents m'ont dit, mais non, tu ne viens pas au moulin, on n'a pas créé une structure qui est là pour être pérenne, enfin, pas dans le sens pérenne, mais on n'était pas là pour gagner de l'argent. Par contre, toi, il faut quand même que tu vives, il faut que tu aies un avenir. Donc, fais autre chose. Et en fait, non. On peut arriver à vivre de peu. Mais non, pour répondre à ta question, un olivron, aujourd'hui, il ne gagne pas énormément. Je veux dire, on s'en sort très bien. Tu peux t'en sortir sans aucun problème, mais il ne faut pas avoir des vues sur un château, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est tellement plaisant ce qu'on fait, et puis c'est tellement... ça te nourrit tellement, si tu veux, que... Ouais, c'est vraiment un métier de passion. Et toi, tu as fait le choix de cette passion et de la qualité de vie, finalement. La qualité de vie, elle va avec.
Ça, c'est clair. C'est clair. Tu as un retour sur investissement en parlant économie. Non, il y a une qualité de vie qui est assez incroyable. T'es tout le temps dehors. Enfin, je veux dire, moi, j'ai mon petit chien Olive qui est sans arrêt avec moi. Je veux dire, ça, je l'avais pas. C'est pas appelé comme ça par hasard, celui-là. Moi, c'était l'année du haut, j'étais obligée. Donc ça fait 3 ans là que tu travailles maintenant ici. Tu te vois là pour longtemps. Tu te vois reprendre le travail de tes parents. Comment tu vois la suite ? Bah bien sûr, non là ça a été un vrai choix. Je pense que quand tu deviens agriculteur, c'est un vrai choix. C'est plus je reprends le domaine de mes parents ou non, c'est je choisis de venir parce que c'est vraiment des choix de vie. Je me vois reprendre, mais en fait aujourd'hui reprendre au Moulin Castellas, ça veut pas dire reprendre seule, ça veut dire reprendre avec tout le monde. Et en fait, je suis pas la seule fille, si tu veux. C'est tous les enfants de mes parents, quoi. Donc on reprend tous ensemble. Je m'appelle Hugues, et Hugues, donc c'est moi qu'on voit, mais en fait il y a tout le monde. Il y a Laurie, il y a Mélanie, il y a Baptiste, voilà, il y a tout le monde, il y a Anthony qui fait le moulin, enfin, on a José, et là je veux pas citer tout le monde parce que sinon je vais avoir des jaloux, mais chacun amène sa patte, chacun amène son pôle en fait. On a réussi à structurer aussi l'ensemble. Alors, on pourrait appeler ça un comité de direction, mais c'est des termes un peu trop cloisonnés pour la PME familiale qu'on est. Mais il y a vraiment des pôles, des entités qui rapportent un petit peu ce qu'ils font dans chaque domaine, et on communique tous ensemble et on travaille tous ensemble autour de ça. Donc c'est vraiment un travail collectif au sein du moulin pour pérenniser, quoi. Et moi, ce que je vais pouvoir apporter, qui n'existait pas avant que j'arrive, et donc au lieu de tout chambouler, c'est plutôt on amène sa pierre au lieu de se mettre au-dessus en disant je vais tout diriger. Non, il est hors de question, et puis c'est pas du tout mon caractère. Bon, ça a fait un petit peu peur au début, mais non, on s'est vite rendu compte qu'elle est pas si grande et ça va. C'est plutôt d'amener ce côté culture sur le milieu agriculture, quoi. Le côté balade, le côté tourisme, le côté image, en fait, le côté mythologie, etc., qu'on peut avoir sur les valeurs. En fait, c'est montrer ce qu'est l'olivier et ce qui nous passionne dans l'olivier à tout le monde, en fait. Ouais. Parce que notamment, quand tu dis culture, c'est que, par exemple, là, tu as organisé les visites. Maintenant, tu as mis en place, qui sont 2 fois par semaine, où tu balades les gens dans les champs. On a eu la chance de la faire juste avant. Et ça, c'est toi qui l'as créé de toutes pièces et qui a apporté ta patte là-dessus. Ouais. Bah, en fait, c'est que quand je suis revenue au moulin, moi, j'ai revu le jardin dans lequel je jouais quand j'étais petite, qui était devenu un parking, le champ derrière où on allait avec mon autre chien qui s'appelait Verdal, du coup, parce que c'est une variété d'olive. Et je me disais, mince, c'est trop dommage. Enfin, tous ces lieux, c'est plus des lieux de vie. Là où avant, moi, quand j'étais petite, c'était des lieux de vie. Avec mon frère, on était là, on était au milieu des baux, on était dans la pampa magique avec nos cigales. Et l'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui vivent à travers toi le besoin de reprendre possession de sa vie, de reprendre possession de son univers. Un peu comme quand toi, tu es sur Paris et que tu te dis, non, mais là, il faut que je redescende, il faut que je reprenne possession de ma vie, en fait. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, moi, j'ai eu la chance et j'ai fait le choix, donc c'est 2 choses, hein, c'est une chance et vraiment un choix, de redescendre et de vivre de cette passion. Et pourquoi pas le partager avec les autres, et du coup de mettre un peu mon côté com et de se dire dans ces balades du mardi, du jeudi à 10h30, on va pouvoir aller comprendre pourquoi l'olivier il est porteur de valeur, pourquoi est-ce qu'on a cet engouement quand on vient en Provence, il faut goûter de l'huile d'olive. Il faut venir, il faut voir. On raconte que Hercule, son marteau était fait en bois d'olivier, etc. Et plein de petites anecdotes qui font qu'on va expliquer pourquoi c'est le symbole de paix, etc. Et ton frère, ça l'a pas intéressé de venir vous rejoindre sur l'exploitation ? Mon frère, c'est génial parce qu'on discute beaucoup avec mon frère. Et il est parti sur la lignée ingénieur, donc premier métier de mon père au départ. Et il a un superbe avenir dans l'ingénierie. Vraiment, c'est un beau génie. Peut-être qu'un jour, mais il est obligé de rien. Peut-être qu'un jour il reviendra et ce sera avec grand plaisir. Mais pour l'instant, il met aussi sa pierre à l'édifice en mettant de la puce à l'oreille sur certaines choses. Je veux dire, si un jour on a besoin d'une idée sur une machine, il va nous aiguiller ou de prendre la température sur Paris. Voilà, j'appelle mon frère. C'est un échange en fait. Il est là sans être là. Ouais. Voilà. Et il n'est pas du tout obligé aujourd'hui de revenir tout de suite, quoi.
Mais ce serait bien qu'il revienne. Et j'aimerais bien l'obliger. Et tes parents, j'ai compris qu'au début, ils voulaient pas que tu t'installes. Non. Maintenant, tu les sens fiers parce que, mine de rien, surtout dans l'olivier, où, encore une fois, comme tu l'as dit, il faut 10 ans pour attendre que le premier arbre il pousse. Quand même, la passation, c'est quelque chose qui, je pense, est essentiel dans cette filière-là. Ils sont fiers que tu sois là. Aujourd'hui, ils sont contents. Aujourd'hui, on vit le bonheur de pouvoir... Enfin, moi, en tout cas, moi, personnellement, je vis le bonheur de pouvoir... Je sais pas, faire rire ma mère tous les jours. C'est pas tout le monde qui a la chance de s'entendre aussi bien avec ses parents. Alors c'était compliqué parce qu'on s'est toujours très très bien entendu. Et arrivé au moulin, la première année, c'était terrible. C'était l'exemple typique des enfants qui arrivent dans le milieu agricole chez les parents. Et c'est terrible. Puis alors on se permet de dire des choses quand on a un lien de sang qui sont dures. D'autant plus que vous n'êtes pas seul en fait. Il y a une structure autour. Et donc mes parents sont toujours mis en défense autour de ce qui existait déjà. Ils ont eu bien raison et je les comprends. Sauf que des fois, il y a des mauvaises interprétations, et d'un côté et de l'autre, qui font qu'au départ, c'est compliqué. Une fois que tu as appris à t'apprivoiser, eh ben, ça commence à rouler. Et là, on est sur la partie un peu bonheur de vivre dans ce paysage-là avec ses parents et de pouvoir avancer ensemble. Après, les pauvres, j'aurais rajouté une dizaine d'années, là où ils avaient peut-être prévu de lever le pied, quoi. Donc c'est vrai qu'on en est conscient. Et au plus tu culpabilises, au moins tu avances vite. Donc du coup, au contraire, il faut faire le plan, choix. c'était quoi après? C'était de revendre le domaine Ça, c'était leur plan, on n'en parlait pas, on n'était pas très communicants sur cet angle-là. C'est pour ça qu'ils sont tombés un peu de leur chaise quand je leur ai dit je veux venir. C'est pour ça qu'ils m'ont dit non tout de suite. Parce qu'ils avaient certainement leur plan à eux que moi je ne connaissais pas. Et voilà, ça a changé. Aujourd'hui, c'est encore différent. On réfléchit encore à autre chose, on réfléchit à avancer. Alors en plus, ce qui est particulier quand tu réfléchis à pérenniser un domaine agricole, c'est que ta production, tu peux pas l'augmenter. En fait, aujourd'hui, les oliviers sont plantés. Bon, ils produisent. Mais tu peux pas augmenter comme ça. Tu peux pas augmenter à la verticale. Donc, si tu veux pérenniser, il faut réfléchir à l'horizontale. Et en fait, au plus on communique ensemble, au plus on se rend compte que moi, j'ai peut-être plus cette vision horizontale de quelque chose de créatif, quoi. D'un lieu de vie, d'un lieu d'accueil, de partage, de tout ce collectif qu'ils ont joué dans le milieu oléicole, peut-être qu'il peut se transmettre ailleurs. Et puis, les chiens font pas des chats. En fait, ils se sont rendus compte que finalement, je connaissais peut-être beaucoup de choses et puis j'étais peut-être tombée dedans quand j'étais petite. Bon, mais super. Et pour... comment tu vois l'avenir de la filière d'huile d'olive en France aujourd'hui? On a dit il n'y a pas beaucoup d'oliverons, il y a les changements climatiques. Comment tu vois la suite au global? En fait, la suite, elle dépend de nous. Elle dépend vraiment de nous. Elle dépend si on continue à faire du travail de qualité. Là où, par exemple, France Olive fait du très beau travail aussi. Donc, c'est une structure qui permet aussi aux oliverons de se rassembler, de communiquer, de continuer à travailler sur la partie technique, sur la partie agro, sur la partie goût, sur la partie com. Parce qu'il y a beaucoup de travail aussi qui est fait sur la partie communication. Donc en fait, tout dépend de nous si on continue à travailler cet arbre, ce fruit, ce jus de fruit, de la bonne façon, de la façon collective, de la façon qualitative et créative. Voilà. Je pense que si on continue à être créatif, on va arriver à relancer un petit peu, par exemple dans la vallée des Baux, cette production qui commence un peu à s'assouplir, où l'arbre se met un petit peu plus en repos. Si on continue à être créatif, on va peut-être sortir d'autres idées de production, je pense qu'il y a des choses que j'ai pas forcément envie de dire tout de suite là au micro, mais non, il faut continuer et ça dépend vraiment de nous. Ça dépend des générations qui sont déjà là, ça dépend de celles qui arrivent, ça dépend de ce qu'on laisse en fait. Et quand on a l'idée de toujours laisser une trace, ce que mes parents ont pu faire avec nous sans s'en rendre compte, laisser une trace, mais d'avancer aussi, c'est hyper important. Il y a une vision à avoir et sur le long terme. Enfin, quand tu te lances en agriculture, tu réfléchis à 10-15 ans, quoi. Tu te lances pas comme ça. Ok, et je vais passer aux questions de fin que je pose systématiquement. La première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fière à toi d'être oliveronne aujourd'hui? Alors, ce qui me rend fière, en fait, il y a plein de choses, mais je pense que c'est ce qu'on te dit souvent quand on répond à cette question. Non, c'est de pouvoir me lever le matin, de voir que quand je descends le col des Baux et que je vois la vallée en dessous, tu te dis, en fait, c'est toi qui dessines ça. Quand tu sculptes ces oliviers, quand tu sculptes ce paysage, je continue à dessiner en fait. J'étais graphiste, mais je continue à l'être. Tu travailles un paysage et puis tu crées du goût.
c'est quand même génial. Tu extrais du goût, tu travailles du goût, tu fais goûter à des gens, t'as les yeux qui, tu vois, quand tu fais goûter de l'huile, les gens qui s'émerveillent parce que tu fais découvrir des choses. Même si aujourd'hui on a des gens qui dégustent vraiment très 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 bien par rapport à il y a une quinzaine d'années. On a des gens qui sont vraiment alertes et c'est génial d'ailleurs. Et non, vraiment c'est de dessiner et de créer du goût, quoi. C'est sûr, un métier magique. L'olivier, c'est un arbre magique. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui nous permettrait d'étaler notre science à la prochaine fois qu'il y a des olives à table à picorer? Alors déjà, quand tu t'assieds à table et qu'il y a des olives à picorer, tu regardes si elles ont un noyau. Si elles n'ont pas de noyau et qu'elles ont un petit trait, carré, comme si elles avaient été dénoyautées dans une industrie, bah, tu les regardes et puis si elles sont noires, tu dis, mais tiens, en fait c'est des olives vertes, elles ont été teintées. Ah oui. Parce que dans les olives dénoyautées, dans ces jolis pots en conserve qu'on a dans les grandes surfaces, en fait c'est souvent des olives qui sont colorées. Tiens, c'est incroyable. Contrairement à normalement une olive noire qui est noire, cueillie noire sur l'arbre, quoi. T'as différentes maturités, t'as différentes variétés. Une olive de mar-vert, elle ira évidemment jusqu'au noir au bout d'un moment. Mais une olive verte, c'est une olive à maturité verte. Et puis t'as des olives noires qui sont à maturité noire, quoi. Mais donc ouais, prochaine fois que tu vois des olives sur table qui n'ont pas de noyau, ou elles sont bien rondes, puis alors elles ont un peu une sensation caoutchouc. Et si elles sont noires, tu pourras dire, bah tiens, l'olive verte à côté, c'est la même en fait. Ah ouais, c'est incroyable ce qu'on nous fait avaler. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on peut te contacter ou où c'est qu'on peut acheter ton huile d'olive? Alors, vous pouvez venir nous rendre visite au Beau de Provence, dans notre petite boutique, et justement faire une balade dans les oliviers avec moi. On est sur Internet, facile à trouver. Vous tapez Moulin Castellas, vous allez nous trouver tout de suite. On a une boutique en ligne qui est accessible depuis notre site internet www.castellas.com. Et puis vous pouvez nous joindre par email sur info@castellas.com. Donc Castellas, ça prend un seul L pour ceux qui ne le savent pas. Et puis vous pouvez nous appeler, toutes les informations sont sur le site. Vous pouvez nous trouver surtout au moulin, et parce qu'on y est souvent. Super. Bon, merci beaucoup, Émilie. C'était vraiment très bien. On s'est régalé. Et puis, bonne fin de journée. Salut Louise, c'est moi qui me suis régalée avec toi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.